Bonjour, je m'appelle Patrick Farbiaz. J'ai créé avec d'autres la semaine anticoloniale qui chaque année se passe de février à mars. C'est une semaine qui dure 2 mois pratiquement maintenant. Et je l'ai fait parce qu'à l'époque, il y avait à la fois la question du colonialisme positif qui avait été inscrit dans la loi par Chirac et la majorité de l'époque, parce qu'il y avait les émeutes de banlieue, tout ça c'était en 2005, et à partir de ce moment-là, et puis il y avait aussi l'appel des indigènes. Et toutes ces questions ont conflué vers le fait qu'il fallait une réponse, et une réponse où les anticolonialistes et les antiracistes remettaient ces questions au centre du débat politique et ne fuyaient pas ces questions. Vous organisez justement dans le cadre de cette semaine, qui dure un mois, vous organisez ce week-end à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris, la 13e, je crois, édition du salon anticolonial. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, c'est pas exactement c'est la 13e édition de la semaine anticoloniale et ça doit être la 6e ou 7e édition du salon. Et le salon, c'est 2 jours, donc le 10 et le 11 mars, où à la Bellevilloise, au 21 rue Boyer, vous pouvez y aller par le métro Gambetta, vous avez un rassemblement incroyable de représentations de différents peuples. Ça va du Moyen-Orient au Maghreb, en passant par l'Afrique noire jusqu'à l'Amérique latine et à l'Asie, puisqu'on a le réseau Indonésie ou le comité Vietnam Dioxine. Et donc plus de 50 stands de tous ces pays et de tous ces défenseurs des libertés et des droits humains sont rassemblés avec des conférences. Et cette année, par exemple, parce qu'il y a des thématiques extrêmement importantes, il y aura après Weinstein, le corps des femmes racisées, il y aura le débat entre antisionisme et antisémitisme, il y aura un débat sur l'antiracisme politique après toutes les attaques islamophobes, négrophobes et autres, et il y aura un grand débat sur le droit à l'autodétermination des différents peuples avec des représentants de 7 peuples en lutte en ce moment, quoi. Alors, ça n'aura échappé à personne. Vous êtes un homme blanc et vous parlez de décolonialisme. Est-ce que c'est pas un problème justement que là, en l'occurrence, on ne donne pas la parole pour parler de décolonialisme à une personne concernée? À la fois oui et non, je vais vous dire, faire une réponse de Normand ou de Macron, je ne sais pas. Oui, parce que ça serait bien mieux que ça soit une copine ou kanak ou comment dire, black ou arabe qui soit à ma place, ça c'est certain. Mais une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, la fragmentation des luttes fait que chacun se replie sur sa propre lutte. Et donc, finalement, au centre de notre réseau, se sont retrouvés, ce que vous avez défini, des hommes ou des femmes d'ailleurs, blanches entre guillemets, mais qui se sont enracinés dans les luttes de solidarité anticoloniale. Et je rappelle que, quelle que soit la couleur de peau, l'anticolonialisme a toujours été minoritaire dans notre pays. Donc c'est très peu de gens qui se sont battus pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre du Rif, etc. Enfin, et après même 68 sur ces questions-là. L'internationalisme est une valeur qui n'est pas beaucoup partagée en réalité. Là, vous avez parlé de plusieurs luttes en fait qui font référence à un moment où la France était encore un empire colonialiste, et encore un pays colonisateur au sens premier du terme. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire anticolonial? Alors d'abord, il y a toujours, c'est plus le même type d'empire, il est moins grand, etc. Mais si vous additionnez la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Kanaki, la Polynésie, etc., etc., il y a un homme politique célèbre qui a dit moi je propose des solutions grâce à l'empire maritime français. Hein, oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, on continue à coloniser un certain nombre de peuples et donc on a le plus grand espace maritime du monde. Donc ça continue. Mais la question coloniale, elle se place aussi
dans des luttes assez traditionnelles, c'est-à-dire le Sahara occidental, la Palestine, le Tibet, la Tchétchénie, le Kurdistan, enfin bon, je pourrais en citer énormément. C'est une des questions. La décolonisation, en fait, n'a pas été jusqu'au bout. Et même à la décolonisation officielle a succédé une sorte de néocolonialisme dont parlait déjà Frantz Fanon à l'époque. Et le néocolonialisme, par exemple, il engendre aujourd'hui des luttes très radicales contre la corruption, hein, parce que cette corruption, elle se fait vis-à-vis de l'extorsion finalement des pays souvent encore au nord. Et puis, il y a la question de la colonialité au sein de notre propre pays. Sur le territoire métropolitain. Sur le territoire métropolitain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes des quartiers populaires, ils se disent, entre guillemets, racisés. Il faudrait que ça nous interroge quand même. Parce que quand des dizaines, des centaines de milliers de jeunes se disent racisés, alors que, bon, on sait que les races n'existent pas, etc., ça veut dire qu'il y a quelqu'un, enfin, il y a un système de domination qui fait qu'ils ont cette perception d'être racisés. Or, quand on est contrôlé 4 ou 5 fois par jour parce qu'on est noir ou parce qu'on est arabe, eh bien, effectivement, la question du racisme et des prolongements du système colonial, comme les centres de rétention, qui sont des inventions du système colonial, comme les brigades de flics dans les banlieues, qui sont des prolongements des brigades nord-africaines ou d'autres systèmes encore plus anciens, et on pourrait en rajouter, ça fait sens. Est-ce qu'il y aura des réunions non mixtes pendant votre salon? Non, parce qu'on ne l'envisage pas comme ça, mais il pourrait. C'est-à-dire s'il y a des gens qui nous avaient demandé, on fait une réunion non mixte pendant le salon, ça nous aurait posé strictement aucun problème, parce que d'abord, il y aura un débat où les gens de Sud Éducation 93 vont pouvoir s'exprimer dans un débat sur l'antiracisme politique et les attaques négrophobes, islamophobes et d'État sur la question justement de la non-mixité. Et il y aura aussi des afroféministes qui seront là, etc. Donc c'est clair que cette question-là, nous on l'assume. On pense que les Noirs ou les Arabes ou autres ont le droit, comme les femmes l'ont fait dans les années 70 à l'intérieur de tous les partis ou de l'espace public, de s'organiser de façon autonome. C'est une des conditions même de l'émancipation. Pour qu'il y ait convergence des luttes, il faut que chacun soit fort en lui-même. Et donc, moi, je soutiens l'université d'été décoloniale, je soutiens Sud Éducation 93, etc. Et je soutiens le festival afroféministe de cinéma que quelqu'un avait voulu interdire. Je crois que c'était Hidalgo. Voilà. Alors, la question catalane, la question de l'indépendance catalane, j'ai vu que ils en faisaient mention dans le programme. Dans quelle mesure ça peut faire partie donc, de cette question décoloniale? Est-ce que les Catalans, c'est un peuple colonisé? C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'hier, il y avait l'acteur Sergi Lopez qui était avec un militant politique catalan, était à la Bourse du Travail de Paris. Il y avait près de 300 personnes. Donc cette question, elle interroge beaucoup aujourd'hui la gauche française, par exemple, mais aussi en général la population. On ne peut pas comprendre la question aujourd'hui de l'autodétermination des peuples qui est pour nous une phase de la décolonisation, si on fait abstraction du droit des peuples à décider. Le peuple catalan, qui a créé son système étatique avant même la France ou même l'Espagne, et avant plein d'autres pays, c'est-à-dire qu'il y a eu la Generalitat, Puigdemont, c'est le 200e, je crois, ou le président, enfin je me trompe peut-être de chiffre, mais enfin c'est pourquoi? Parce que ça existe depuis 1200, et la première république catalane a été créée en 1620 par exemple, la deuxième en 1874 et celle de Francisco Macià en 1931. Donc c'est le peuple catalan a toujours considéré qu'il était un État, enfin une nation plutôt
opprimé par la monarchie espagnole. Mais il ne veut pas en soi le droit à la séparation. Comme Francisco Macià, qui était le président de la République catalane en 1931, qui avait dit « Eh bien moi, ce que je voudrais, c'est une confédération démocratique des peuples d'Espagne. » C'est exactement ce que disent les Kurdes aujourd'hui au Rojava. L'indépendance, c'est une formule, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Ils ne veulent pas des frontières, les Catalans, qui les sépareraient ni de l'Espagne, ni de l'Europe. Ils veulent pouvoir se diriger eux-mêmes librement. Et nous, de ce point de vue-là, on les soutient totalement. Moi-même, j'ai été à l'origine du collectif de solidarité avec le peuple catalan qui a organisé les seules disons, manifestations devant l'ambassade d'Espagne en octobre et en novembre. Je me suis heurté, et on s'est heurté à une incompréhension de la part des grandes organisations de la gauche française. Alors moi, il se trouve que, mais ça c'est très personnel, je connais bien la question catalane parce que mes deux filles vivent depuis des années et des années en Catalogne, donc elles m'ont mobilisé, mais en tant qu'anticolonialiste, ça ne m'a jamais posé aucun problème. Voilà. Est-ce que vous voyez ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des convergences entre, par exemple, les luttes des Catalans, par exemple, pour leur indépendance, les luttes des Kurdes, les luttes des Kanaks, les luttes du Sahara occidental? Si vous venez dimanche 11 mars à 15h30 à la Bellevilloise, eh bien vous verrez que le débat sur le droit à l'autodétermination des peuples rassemblera un représentant du FLNKS. Il y a une délégation qui, pour notre semaine anticoloniale, vient de Nouvelle-Calédonie, que moi j'appelle la Kanaki. Il y aura un représentant du Centre démocratique kurde en France. Il y aura une représentante d'ailleurs du mouvement Amazigh en Algérie. Il y aura une représentante catalane du comité de défense de la République. Il y aura un représentant palestinien qui est un cousin de Georges Habash, qui est Youssef Habash, qui est président du comité pour le développement et le patrimoine. Je dois en plus en oublier. Bon, voilà. Donc on va montrer que la question de l'autodétermination des peuples, oui, il y aura aussi un représentant du Polisario du Sahara occidental, que la question de l'autodétermination des peuples, si elle change de forme de nation à nation, elle existe d'une façon globale et que c'est une des principales questions qui se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 8 mars, hier on était le 8 mars plutôt, c'était la question, la journée internationale des femmes. Au Rojava, aujourd'hui, se battent les femmes kurdes. Mais en Catalogne, il y a aussi une grève générale des femmes qui a existé. Donc, je pense que la question, comme la question migratoire, la question du féminisme, la question de l'écologie, la question de l'autodétermination des peuples est une des grandes questions qui se posent à tous les peuples et à la gauche en particulier. Et du coup, vous trouvez que la gauche est à la hauteur, par exemple, sur ces questions-là, sur les questions à la fois d'autodétermination des peuples? Vous avez émis quelques petits doutes tout à l'heure sur la question catalane, mais aussi sur la question, par exemple, du décolonialisme ou de l'anticolonialisme. Non, mais c'est pas la première fois. Ça a toujours été. L'anticolonialisme a toujours été minoritaire, y compris au sein de la gauche. Pendant la guerre d'Algérie, ça a été quand même l'effondrement de la SFIO, qui était le parti socialiste de l'époque, la cause de la création du PSU, parce que la grande majorité de la gauche, à ce moment-là, ne voulait pas entendre parler de l'indépendance. Et même une des organisations qui est dans notre réseau, qui est le Parti communiste français, que je respecte par ailleurs, à ce moment-là, il ne soutenait pas l'indépendance du peuple algérien. Il voulait la paix, mais Maurice Thorez disait de façon très significative « L'Algérie est une nation en formation ». Qu'est-ce que ça veut dire une nation en formation? C'est qu'elle a besoin d'être encore sous tutelle de la France, etc. C'est ce qu'ils sont en train de raconter sur l'Espagne et la Catalogne. Et c'est toujours le même discours. C'est que quelque part, les colonisateurs
sont des gens qui sont plus civilisés que les autres. Et c'est ça le problème de la gauche française, elle se rattache à une tradition qui est finalement occidentale. Et sur la question migratoire, vous trouvez qu'elle est à la hauteur, la gauche? Euh, Disons que ce qui est dominant dans la gauche, c'est une attitude qui se voudrait humaniste. Bon, alors qui, dans la pratique, ne l'est pas quand elle est au gouvernement, parce qu'on ne peut pas dire que Hollande a fait preuve, y compris sur ces questions d'humanisme. Quand on voit le nombre de sans-papiers qui ont été expulsés, il y a peu de différence entre la gestion des migrations par la gauche et par la droite. Et l'expression d'ailleurs de Macron aujourd'hui, bah, c'est ça, quoi, hein. C'est fermeté et humanisme, mais en fait, il y a la même attitude, c'est-à-dire que au lieu de dire il faut affirmer le droit à l'hospitalité et l'ouverture des frontières, et donc respecter, y compris leurs propres principes européens sur la liberté de circulation des marchandises et des personnes, eh bien, ils ne le font pas. Et donc, la question migratoire, en plus, enfin, je pense qu'il y a un basculement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était un peuple d'émigrants. Et maintenant, on devient un État qui reçoit les immigrés. Donc, il y a effectivement des choses à expliquer et une bataille idéologique que la gauche ne fait pas. Voilà, alors même qu'aujourd'hui, elle est dans l'opposition. Parce que Oui. c'est vrai qu'il y a 10 ou 20 ans, on entendait la gauche dire il faut donner des papiers à tous les sans-papiers. Mais aujourd'hui, plus personne à gauche ne tient ce discours-là. Oui, parce qu'ils ont peur de parler vrai dans la population, hein, de dire y compris que même démographiquement, on va avoir besoin, y compris d'un point de vue économique, d'immigrer. Donc tout ça, c'est du faux cul, tout ça, c'est de l'hypocrisie totale. Et franchement, on n'a pas trop envie d'être de gauche, entre guillemets, aujourd'hui, hein. Alors justement, hier, nous recevions Gaël Brustier, le politologue, et il vous a posé une question. Il vous a demandé si finalement l'avenir des gauches européennes n'était pas à aller chercher du côté des gauches latino-américaines. Bah, alors là encore, c'est oui et non. Oui, parce que les révolutions citoyennes pendant 10 ans ont été quelque chose de formidable qui a donné un appel d'air. Moi, je me rappelle avoir rencontré plusieurs fois le président Morales de Bolivie, qui est un Indien et qui a réussi à fédérer tout le peuple bolivien autour de lui, et c'était un bonheur. Bon, après, je pense que le problème de ces gouvernements, c'est d'ailleurs un des problèmes qui se posent pour la gauche européenne, c'est qu'ils n'ont pas rompu avec le productivisme. Bon, l'exemple du gouvernement de Chavez et Maduro, qui se rattachent à chaque fois au pétrole comme seul environnement économique, est tragique. Et en réalité, moi, je me rappelle d'avoir fait une manifestation au moment du forum social organisé à Caracas, y compris par Chavez lui-même, donc une manifestation contre Chavez avec les mouvements indigènes et écologistes, parce qu'ils voulaient ouvrir une sorte d'autoroute, en liaison d'ailleurs avec Lula et Morales d'ailleurs, au milieu de l'Amazonie. Et ça, ça continue de pire en pire dans chacun des pays qui ont été gérés par cette gauche-là. Et je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'on rompt avec le développementisme acharné et un certain type de rapport à l'économie. Et de ce point de vue-là, le problème qui se pose en Amérique latine se pose exactement comme le nôtre. Ceci dit, ce que je pense, c'est qu'il y a eu une chose importante avec ces révolutions citoyennes, c'est que notamment en Équateur et en Bolivie, la question indigène a été au centre de ces révolutions. Et ça, c'est un peu une rupture avec la domination hispanisante qui existait, y compris à travers les révolutions américaines de Bolivar et autres, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte
de rupture qui s'est opérée, et je pense que ça, c'est quelque chose de très très important pour nous. Et là aussi, il y aura un débat sur l'extractivisme au Salon anticolonial samedi 10, avec des représentants de ces Indiens, de Guyane, la jeunesse autonome guyanaise, mais aussi des gens qui luttent contre l'extractivisme, y compris en Indonésie, au Pérou et ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Patrick Farbiaz. J'espère que l'événement du salon anticolonial ce week-end à la Bellevilloise sera un succès. Lundi, je recevrai Jacques Bouteau, le maire Europe Écologie Les Verts du 2e arrondissement de Paris. On parlera de la mairie de Paris, d'écologie. Vous avez une question pour lui ? Oui, parce que moi je suis, enfin on a abordé peu cette question, mais le problème de ce qu'on appelle la laïcité, qu'elle soit ouverte ou fermée ou autre, est devenu un problème majeur. Et aujourd'hui on utilise cet argument de la laïcité de façon totalement détournée, notamment vis-à-vis de tous ceux qui expriment simplement leur identité. Et donc, je voudrais savoir ce qu'en pense un maire qui est confronté dans le quotidien à ces questions, et qui peuvent avoir une influence sur la vie quotidienne des citoyens. Eh ben, merci beaucoup, je lui transmettrai la question. Voilà.